Eh bien, salut à tous. Alors, petite vidéo, on va parler de philosophie très rapidement. Vidéo sur laquelle j'ai pas pris de notes, hein, on va pas faire avec un texte. J'ai envie de vous faire un truc plus court et plus détendu. J'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos avec texte en ce moment, mais il y en a d'autres qui viendront à l'occasion plus tard. Alors, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que je suis tombé, j'ai écouté il y a quelques jours Michel Onfray qui parlait de Henri Thoreau. Thoreau qui est donc euh, un philosophe américain. Alors, philosophe pas exclusivement, philosophe écrivain, on peut dire ça comme ça, qui a eu pour particularité de vivre dans un accord extrême avec ses idées. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, il n'était pas en accord avec les décisions de l'État, et donc il a cessé de payer ses impôts, parce qu'il ne voulait pas que son argent serve à des fins qui ne lui convenaient pas. Donc il a été en prison rapidement, mais il en a été sorti par certaines personnes qui l'ont aidé. Et donc, puisqu'il ne se plaisait pas dans la société, il a vécu, entre guillemets, en ermite pendant un bon bout de temps, où il vivait dans la forêt et où il a écrit une grosse partie de son œuvre, dont dont vous devez au moins connaître le nom, qui est de la désobéissance civile. Et donc, ce que disait Michel Onfray à son sujet, c'est que c'est exactement ce côté-là, ce côté être en accord à l'extrême, entre guillemets, avec ses idées. Mais c'est pas vraiment une question d'extrême, c'est plutôt une question de, tout simplement, d'être en accord en soi, pas besoin de rajouter le terme extrême derrière. Et donc, ce que ça nous permet de comprendre, cet exemple et cette idée de vivre en accord avec ses idées, c'est que ça nous renvoie à William James. Alors William James, qui est un monsieur qui nous explique que, en fait, deux idées ne sont différentes que si elles sont différentes dans l'application. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple pour ça. Par exemple, vous travaillez dans une boîte avec un autre monsieur. Si le monsieur en question qui travaille avec vous est pour le capital, genre pour lui, les entreprises c'est une bonne chose, etc. La propriété privée c'est super, tout ça. Et que vous dites que vous êtes communiste, que vous êtes contre les entreprises, contre la propriété privée, etc. Eh bien, en fait, le fait que vous travaillez dans cette entreprise, en fait, si vous avez la même vie que ce monsieur-là, vos idées n'ont pas d'importance. C'est-à-dire que vos idées sont les mêmes que lui. Parce que dans l'application, vous avez le même mode de vie et vos idées appliquées au réel ont les mêmes conséquences. Donc, en fait, votre idée n'a aucun poids. Et qu'on pense comme vous ou qu'on pense comme l'autre, ça n'a aucune différence si dans l'application, il y a la même vie. Et donc, ce genre de réflexion permet de réfléchir sur d'autres choses. Par exemple, si vous avez un punk à chien qui est en train de vous expliquer qu'il est anarchiste et qu'en vous disant ça, il est en train de boire sa canette de coca, voilà, ça permet de relativiser et de se dire, si dans l'application, il n'est pas en accord avec ses idées anarchistes, il n'est pas anarchiste. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et donc vraiment, ce côté-là permet de faire la distinction entre, comme disait Michel Onfray, le philosophe et le professeur de philosophie. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le philosophe qui va dire telle est ma philosophie, telle est ma vision de la vie, et qui va vivre en accord absolu avec ça. Donc avec l'exemple de Thoreau qu'on donnait un petit peu avant, mais il y a d'autres exemples de personnes qui ont vécu dans ce genre d'accord. Par exemple Socrate, hein, pour revenir entre guillemets aux bases. Et donc ce qu'il disait, c'est que voilà, il y avait le philosophe et le professeur de philosophie, et donc à côté de ça, le professeur de philosophie, c'est celui qui t'explique une philosophie, qui te dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut penser comme ci, il faut penser comme ça, mais qui à côté de ça ne va pas nécessairement l'appliquer et qui ne voit pas forcément le problème. Et donc je pense que cette distinction est très importante à faire entre véritablement le philosophe et le professeur de philosophie, qui sont deux choses qui doivent être distinctes.
Et si on en revient à l'exemple de Socrate, par exemple, les idées de Socrate ont fait qu'il n'écrivait pas. Qu'il n'écrivait pas ses idées et que on a pu les récupérer qu'après avec Platon dans ses dialogues. Mais ce qui fait qu'il n'écrivait pas, c'est que pour lui, le langage l'écrit était une limite et que c'était borné la pensée, etc. Mais donc, il pensait comme ça, et donc il a agi en accord avec sa pensée en n'écrivant pas. Alors que d'autres avant lui, les présocratiques, avaient pu écrire leurs pensées, et que à travers le monde, en son temps, beaucoup de penseurs mettaient sur papier, entre guillemets, mais qui n'était pas forcément du papier, leurs pensées. Et donc lui s'y est refusé toute sa vie, alors qu'il est considéré aujourd'hui comme étant un des plus grands philosophes du monde antique. Et donc voilà, c'est cela, être en accord total avec ses idées. C'est comme quand Socrate prend la ciguë, il y a un côté où Socrate se sacrifie pour ses idées. C'est-à-dire qu'il se sacrifie pour que vive la philosophie, en fait. Il meurt pour que puisse vivre la philosophie, et sa vision de la philosophie, qui selon lui est une philosophie qui n'est pas bornée, qui n'est pas fermée par des écrits. C'est la même chose qu'on va retrouver par exemple chez les Druides. Les Druides celtes, qui étaient l'élite des penseurs et des savants de la Gaule et du monde celte en général, et qui refusaient catégoriquement d'écrire leurs pensées, d'écrire tout ce qu'ils savaient, alors que c'était de véritables mines d'or. Bien sûr que derrière ça, il devait y avoir une philosophie qui les poussait à ne pas conserver par écrit, parce qu'ils auraient très bien pu. Ils auraient très bien pu. Et la langue même, certaines langues même celtes, sont faites de sorte à ce qu'elles puissent être très difficilement être retranscrites par écrit. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes et qui nous permettent de relativiser, ou plutôt de réfléchir et de nous pousser à l'application sur ce qu'on dit. Et de ne pas tomber dans des biais à dire quelque chose et à agir autrement. Et si on continue à parler de Socrate rapidement, hein, avant de finir la vidéo, on poursuit en tombant sur cette vision de la maïotique des âmes et du monde des idées. Alors ça, je sais plus si c'est des concepts socratiques ou platoniques, à chaque fois je confonds. Alors c'est pas platonique, c'est platonicien, je suppose qu'on dit, je sais plus exactement. Je pense que c'est platonicien, oui. Mais donc je sais plus des deux qui a présenté ces idées-là. Mais dans la maïotique de l'âme, on a cet aspect de l'idée existe quand elle se confronte au réel. C'est-à-dire que l'idée se développe et peut exister seulement quand elle quitte le corps, quand elle quitte la pensée, pour expérimenter le monde réel. Donc ça peut être le verbaliser, dire ce qu'on pense, et confronter les opinions avec une autre personne. C'est là qu'existe l'idée. Avant cela, elle n'existe pas. Et on retombe sur cette même notion dont on parlait plus tôt. Et c'est exactement ça qu'il décrit dans le monde des idées. C'est-à-dire que tant que vous pensez quelque chose, mais que vous ne l'appliquez pas, que vous n'en faites rien dans le monde réel, en fait, cette idée est prisonnière d'un autre monde, qui est le monde de la pensée, le monde des idées, hein, comme était dit. Et donc, objectivement, elle n'existe pas. Objectivement, cette idée n'existe pas. Et donc, on retombe sur ce que nous dit William James, sur le fait que tant que les idées sont prisonnières de ce monde-là et qu'elles n'ont pas une application réelle, elles n'existent pas, et il n'y a pas de différence entre une personne qui pense d'une manière et une personne qui pense d'une autre, si elles ont la même vie.